11h passées de 14 minutes à l'écoute de Waga FM. Cette émission offerte par la CODEL et le CDD, histoire de comprendre ce qui s'est passé pendant toutes les élections de novembre 2020 ici dans notre pays. Et pour cet épisode 6, nous allons parler de la participation électorale et de la stratégie de mobilisation communautaire. Pour m'accompagner, je suis au studio, je suis en compagnie de monsieur Massé Ladi Django de la CODEL. Bonjour. Bonjour et merci de nous recevoir dans vos studios. Et de Rachidatou Sangaré, chargée de projet du réseau Afrique Jeunesse. Bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Ok. Alors, sans plus tarder, on va tout de suite commencer par la première question. Comme on parle de mobilisation communautaire, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quoi la mobilisation communautaire? Merci pour la parole. Je dirais que la mobilisation communautaire, peut-être comme la phrase même l'indique, c'est l'action par laquelle on implique les populations d'une zone donnée dans l'objectif d'atteindre des objectifs bien précis. De façon concrète, on peut dire que c'est une action qui consiste à regrouper plusieurs personnes et ces personnes-là doivent être issues de la même communauté et l'objectif étant de définir des actions qui ont pour objectif d'atteindre des objectifs pour pouvoir résoudre un certain nombre de situations observées au niveau de cette communauté-là. Ça peut être pour faire face à une crise ou une situation non enviable ou dans le cas de développer la communauté pour améliorer les conditions de vie des populations. Il n'y a pas longtemps, on a vu dans certaines zones du Burkina Faso des populations qui, par exemple, se sont levées pour se mobiliser contre la situation sécuritaire. Je pense que quand on voit, on sait que c'était des gens vraiment mobilisés, il y avait des jeunes de tout âge, des personnes âgées. Donc cet objectif-là, c'était parce qu'il y a une crise sécuritaire dégradante dans leur communauté, dans leur région. Donc ces populations se sont mobilisées pour pouvoir apporter leur contribution pour le retour de la paix, pour la quiétude des populations. Maintenant, l'aspect développement dont j'abordais, ça peut être par exemple le cas d'une organisation ou de l'État qui souhaite par exemple développer des actions dans une région, dans une province, une commune donnée, où les populations peuvent se mobiliser pour accompagner ce projet-là pour l'atteinte des objectifs fixés. Donc de façon générale, c'est comme je le disais tantôt, impliquer en tout cas les populations pour atteindre des objectifs bien fixés. Et de façon participative, impliquer aussi les populations dans la définition justement de ces objectifs-là, puisqu'il faut qu'ils soient concernés pour mieux s'impliquer en fait, pour accepter tout ce qui peut venir comme résultat issu de ce projet-là. D'accord. Vous souhaitez ajouter quelque chose, Madame Sangaré? Je pourrais ajouter le fait aussi que ce soit un processus qui permette aux communautés de se responsabiliser et de s'impliquer vraiment de façon participative, d'être acteurs de leur propre développement, du changement de leur situation, ou voilà, pour résoudre un problème qui est posé. Voilà. On peut ressortir dans tout ce qui a été dit véritablement pour qu'on comprenne bien l'importance même de la mobilisation communautaire dans le processus électoral. Parce que là, je pense que c'est axé sur le processus électoral. Oui. Naturellement, je pense que c'est très important la communication, la mobilisation communautaire plutôt dans le processus électoral, parce que déjà, comme on le sait, il y a depuis un certain temps, on sent que les populations, en tout cas c'est ce qui ressort, sont de moins en moins engagées dans le processus, aussi bien de façon citoyenne que politique. On voit qu'il n'y a pas assez de jeunes, on le dit, il n'y a pas assez de femmes qui s'engagent dans le processus. Côté veille citoyenne, je pense que c'est très important avec les organisations de la société civile comme la CODEL qui mobilisent beaucoup dans le processus. Donc pour rappeler, il faut dire que la CODEL par exemple est la première force d'observation indépendante des élections au Burkina Faso. Dans l'émission passée, le directeur de la communication de la CENI l'avait rappelé. Donc en 2016, c'était 6 000 observateurs déployés. En 2020, 3 800 observateurs plus 200 moniteurs. À cela, si on doit ajouter la phase de révision du fichier électoral où nous avions déployé 121 observateurs qui avaient observé dans au moins 1400 sites, c'est pour montrer un peu l'importance parce que plus ces populations seront
concernés par le processus, il y aura ce sentiment d'appartenance dont parlait Mme Sarambé tantôt. Donc, du moment où ces communautés ont une meilleure implication, et ils se sentent aussi impliqués dans la gestion de la chose publique, de leur communauté. Et bon, de quoi de plus pour impliquer ces communautés-là, c'est important parce que ils sont les mieux qui connaissent en fait leur zone. Lorsqu'on veut intervenir, voilà pourquoi dans la définition, j'ai dit plusieurs personnes issues de la même communauté. Et c'est ce qui est intéressant aussi avec la stratégie de mobilisation de la CODEL qui fait de l'observation domestique. Ça veut dire que nous, on prend en compte totalement la mobilisation de la communauté à la base. Lorsqu'on veut faire de l'observation, on ne va pas aller prendre des gens à Gomboussougou, par exemple, pour envoyer observer à Zabré. On va aller à Zabré, on recrute les observateurs là-bas. Ils sont impliqués, ils se connaissent entre eux, ils savent les enjeux de leur commune. Donc ça les permet de se sentir beaucoup plus concernés. Et à la fin, ça peut faciliter en fait le respect des résultats qui peuvent être issus des urnes. Donc c'est très important cette mobilisation. Par exemple, si vous me permettez, je peux donner un exemple. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un spécialiste justement de la mobilisation communautaire qui m'a donné le cas d'un projet au Bénin à côté, où une ONG est venue pour soutenir un village où ils voyaient que les femmes avaient des soucis pour puiser de l'eau parce qu'elles partaient à des kilomètres. Et souvent, voilà, on sait tout ce qu'il y a comme conséquences liées à cet aspect-là. Donc ils sont venus, je pense qu'ils ont vu les notables et tout, décider de créer une pompe et bon, sans forcément consulter, impliquer toute la communauté, ça veut dire les premiers concernés, même les femmes. Et lorsqu'ils ont fait le puits, quelque temps après les enquêtes sur terrain, ils observent que les femmes n'utilisent pas le puits comme souhaité. Elles continuent toujours d'aller, la pompe plutôt, elles continuent toujours d'aller au puits. Et après, maintenant, des recherches, ils ont essayé de comprendre mais qu'est-ce qui se passe. Les femmes vont donner leur explication parce que quand elles sont chez elles, s'occupent de tout ce qu'il y a comme responsabilité à la maison. Et le seul moment qu'elles ont pour échanger, c'est lorsqu'elles marchent ensemble pour aller au puits, aller puiser de l'eau. Et bon, on est venu, on a créé une pompe, on leur dit de sortir alors que la pompe là c'est à 2 pas. Et puis elle revient, elle n'a plus le temps de elle n'a plus le temps de causer avec ses amis. Donc du coup, bon, il fallait trouver une solution. Après, je pense qu'ils ont échangé encore, ils ont créé un autre cadre, notamment peut-être une cour autour de la pompe qui peut les permettre de se retrouver là-bas sans que les gens ne sortent des habitations, notamment les maris, pour les voir. C'est pour montrer un peu en fait l'importance de l'implication des populations, comme je le disais tantôt dans le processus. Ça, ce n'est pas forcément électoral, mais ça peut être le cas aussi lorsque pendant le processus électoral, on n'implique pas les populations. On n'invite pas les citoyens à s'intéresser au processus. Si par exemple le jour du scrutin, on déploie tout ce qu'il y a comme dispositif, il y a les bureaux de vote et tout ça, bon, on ne nous a pas mobilisés. Moi, je prends ma route, je vais à mes occupations, les bureaux sont vides. Voilà. Donc voilà, c'est pour montrer un peu que c'est très important d'impliquer les populations dans le processus électoral. Vous voulez ajouter quelque chose? Et à la suite de ce qu'il a dit, je dirais que pour qu'une action en faveur des communautés réussisse, il faut que ces dernières-là s'en approprient et qu'elles en fassent leur affaire personnelle. Voilà, en résumé, c'est ce que je peux dire. Si là aujourd'hui on parle justement de la participation électorale, ce qui s'est passé en novembre 2020, est-ce que ce type de stratégie, cette mobilisation communautaire a été utilisée et quels sont les résultats qui en sont sortis? Ça a été utilisé parce que la CODEL, il faut dire déjà, j'ai rappelé ce qu'on a fait en 2015, donc ça a déjà marqué les esprits aussi. Les populations avaient ce sentiment d'appartenance là, parce que 6000 observateurs issus des différentes provinces, des différentes communes, ça fait quand même une certaine notoriété, une bonne image de la structure. Donc il fallait continuer par d'autres actions, notamment à travers la veille citoyenne, parce qu'une chose est de lire de contribuer à la bonne tenue des élections, mais aussi il faut voir ce qui s'est fait. Est-ce que c'est en faveur des populations? Exactement. Donc du coup, bon, je dirais que ça a été utilisé parce que nous déjà on a des représentations au niveau des provinces. Tous les 45 provinces du Burkina Faso. En plus de ça, nous avons des binômes qui secondent ces points focaux-là. Donc, eux sont toujours au contact de la population. Lorsqu'on a des actions aussi sur terrain dans le cadre d'autres activités, on profite toujours pour pouvoir échanger avec les populations, que ce soit dans le cadre de nos
nos visites de courtoisie. Il faut toujours avoir peut-être créer un cadre, ça peut être des conférences publiques pour pouvoir impliquer toujours les populations et puis les inviter à contribuer en fait à la bonne marche des activités de la CODER, que ce soit dans le sens de la veille citoyenne ou des élections. Donc pour 2020, je peux dire qu'on a utilisé, parce que comme vous le savez, la CODER, j'ai dit tantôt, on fait de l'observation domestique. Ce n'est pas comme les organisations qu'on connaît de façon qui peut envoyer des observateurs qui quittent même à l'étranger pour venir observer et continuer. Nous, on observe au niveau local, au niveau domestique. Donc, c'est une organisation, une convention composée d'organisations et de coalitions d'organisations. Donc, pour recruter, impliquer ces communautés-là, nous passons par les observateurs, par les OSC membres pour déjà mobiliser les observateurs. Donc, ces OSC membres-là aussi ont des représentations dans les provinces. Donc, ils leur permettent de pouvoir aller plus proche des populations et naturellement les recruter, les mobiliser en fonction des conditions, des caractéristiques qui sont fixées au début par la CODER. Donc, ça a été respecté chez nous. Vous pouvez nous parler de votre expérience, l'expérience de votre réseau? Ok. Et en plus de l'observation des élections, nous avons fait un travail avant les élections et qui consistait à mobiliser les leaders communautaires pour qu'ils sensibilisent déjà les communautés à voter utile. Et également, on a fait des sensibilisations également sur la gestion des conflits post-électoraux. C'était vraiment histoire de préparer les communautés à accepter les résultats des urnes. Il fallait aussi expliquer comment est-ce qu'on doit voter. Bon, ce sont des tâches qui sont dédiées aux partis politiques, mais qu'elles n'assurent pas forcément. Et nous avons fait un travail vraiment, avant la CODER, nous avons fait un travail en amont. Voilà, on a mobilisé les jeunes et surtout les femmes leaders. Voilà, c'était axé sur ces deux types d'acteurs-là. Une question me vient en tête quand vous nous parlez des femmes leaders. Est-ce qu'il y en a qui se démarquent au niveau des différentes communes à l'intérieur du pays? Exactement. Nous avons par exemple travaillé avec des femmes du sud-ouest, des hauts-bassins, également du centre-nord. Et il y a des femmes qui sont vraiment battantes et qui arrivent à mobiliser au niveau de leur base. Par exemple, on a suivi des sessions de restitution. Il s'agissait de former les leaders communautaires pour qu'à leur tour, elles puissent aller expliquer ce qu'elles ont appris à la base. Et ce sont vraiment des activités qui ont réussi. Et on a compris qu'il fallait engager les actions pour que les communautés adhèrent. Et lorsqu'elles sentent qu'elles ont de l'intérêt, elles s'y donnent vraiment. Voilà. Je me tourne vers vous, Monsieur Massé, parce que j'aimerais savoir, bon, avec elle, on a parlé de l'implication des femmes à l'intérieur du pays. Moi, j'aimerais aussi aborder le cas des jeunes. Est-ce que pendant la stratégie de mobilisation communautaire, vous avez senti l'implication des jeunes? L'implication des jeunes s'est fait ressentir de façon très forte parce que je dirais déjà que majoritairement les personnes qui se sont engagées étaient principalement des jeunes, femmes ou garçons. Donc que ce soit au niveau de la révision du fichier électoral, que ce soit les 200 moniteurs des éventuelles violences électorales qui ont été recrutés et même les 3800 observateurs. Bien avant ça, lorsqu'on organise des activités dans les différentes provinces et régions, comme je le disais, parce qu'il faut dire que depuis 2015, sur les 5 ans du programme Présimètre que la CODER avait déployé, on a sillonné presque quasiment toutes les provinces et toutes les régions du Burkina Faso. Et à chaque fois, en tout cas, ça faisait plaisir de voir l'engouement qu'avaient les jeunes autour des activités de la CODER. Et cela s'est fait ressentir encore en 2020 lors du processus électoral. Donc je pense que, en tout cas, c'est vrai que, comme je le disais tantôt, il y a plusieurs volets au niveau du processus électoral. Il y a le volet citoyen, mais il y a le volet politique aussi, où on souhaite que les jeunes s'engagent beaucoup plus, notamment en peut-être s'inscrivant sur les listes électorales et tout. Des efforts restent à faire, ça on est d'accord. Mais bon, on espère qu'avec la contribution des uns et des autres, on pourra atteindre les objectifs souhaités. Comment est-ce qu'on peut mobiliser efficacement ces communautés? Moi, je pense que pour mobiliser, déjà, il faut prendre en compte plusieurs critères. D'abord, la crédibilité. J'ai parlé tantôt de la confiance, peut-être la notoriété, la bonne image déjà que la CODER a. C'est aussi dû à son sérieux, certainement. Je ne suis pas peut-être trop bien placé pour apprécier ça, mais il faut que la structure déjà qui veut mobiliser là ait une crédibilité, parce que si on n'est pas crédible, pour pouvoir mobiliser les gens, ça va être compliqué parce qu'on n'a pas une image forcément viable. Et aussi, il faut avoir un bon mobile. Le mobile ici, disons que c'est la cause,
la raison pour laquelle on veut mobiliser les gens. Voilà. Notamment dans le processus électoral, il faut montrer aux gens l'importance du vote. Voilà. Qu'est-ce que déjà la démocratie et tout. Je me rappelle qu'on avait une affiche très très attractive lorsqu'on a fait la campagne en 2020 où on disait aux gens oui, voter c'est un droit, mais si tu veux voter, il faut te faire enrôler. Voilà. Donc c'est pour montrer, il faut donner un bon mobile aux gens pour pouvoir les inciter à aller à s'intéresser au processus, et puis il faut bien connaître aussi le tissu social dans lequel on veut agir. On veut agir dans une communauté bien donnée. Si on ne connaît pas la composition en fait de cette communauté-là, les différents groupes ethniques, voilà, les problèmes auxquels fait faire face cette communauté et tout, ça peut être compliqué un peu de pouvoir bien mobiliser. Et en même temps aussi, je pense qu'il faut avoir de bons représentants, parce qu'on sait que les organisations de la société civile ont une base, mais en même temps des représentations, ça peut être dans des provinces, même si on est représenté, il y a des communes, il y a des villages, donc de façon très large, c'est compliqué de pouvoir être partout en même temps. Donc on a des représentants, donc il faut que ces représentants-là puissent aussi répondre de façon objective, être crédibles aussi vis-à-vis des populations. Sinon, leur action peut en même temps ternir l'action de l'organisation, et après ça peut compliquer un peu le travail sur le terrain. Et après tout ce travail-là, je pense que c'est intéressant, comme je disais, d'impliquer les populations toujours. Lorsqu'on veut déjà mener des actions, c'est vrai que le mobile est bien décrit, mais il faut aussi avoir une bonne force motrice. Ça veut dire l'ensemble des personnes qui vont vraiment s'engager autour de l'atteinte du projet en question. Lorsque je pars dans une commune et que je veux mobiliser des populations pour régler certaines questions, je pense qu'il y a des gens, premièrement, qui doivent être impliqués, peut-être des forces vives, ou voilà, en tout cas des personnes influentes, comme vous avez dit, ça peut être des associations de femmes, de jeunes, voilà, qui ont une bonne autorité aussi, qui ont une bonne image, qui travaillent en tout cas pour le bien de la communauté. Si ces personnes-là sont davantage impliquées, je pense que ça permet de faciliter la mobilisation des communautés. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Et par rapport à l'expérience que j'ai et avec le travail qu'on fait tous les jours avec les communautés, en plus de ce qu'il a dit, moi je dirais que les communautés ont besoin d'être écoutées d'abord et surtout d'être respectées. Quand on va avec une action, c'est vrai, on peut déployer tout cet arsenal-là, mais dès le premier contact, lorsque ces préliminaires-là ne sont pas respectés, toute la suite du processus peut être biaisée. Voilà. Avant de déployer tout cela, il faut, comme il a dit, connaître les communautés, les différentes composantes, les histoires qu'il y a eu, vraiment leurs mœurs et tout ça. Et bon, après, on pourra engager le processus. Et lorsqu'elles se sentent respectées et valorisées, elles-mêmes, vous voyez qu'elles vont plus vite même que vous. Voilà. C'est surtout ça. Elles adoptent le projet. Exactement. Quelle appréciation est-ce que vous faites du taux de participation aux élections passées, en général, et particulièrement la participation des femmes et des jeunes? De façon générale, je pense que certainement c'est comme tout le monde. On dira que ce n'est pas forcément viable, parce qu'on se rappelle qu'en termes de potentiel, on s'attendait à un peu plus de 10 millions, je crois, de potentiels électeurs en 2020. Mais je pense que mes chiffres sont bons. Avec environ 6 millions de personnes inscrites sur les listes. Et pour finir, au niveau de la votation, le jour des scrutins, on ressort avec 2 900 000 personnes qui ont pu voter effectivement. Donc je crois que si on compare ces 2 millions au nombre d'inscrits, on n'est même pas à 50%. N'en parlons pas que si on compare au potentiel qui est de 10 millions, je pense qu'on est peut-être autour de moins de 30% de participation. Donc je dirais que des efforts sont faits, mais ça reste à faire encore. Peut-être c'est le lieu aussi d'appeler encore les acteurs, comme je le disais tantôt. Il y a peut-être des acteurs au processus qui n'ont pas forcément fait assez. On ne dira pas qu'ils n'ont pas fait de travail voilà, de mobilisation, ou en tout cas de sensibilisation des populations pour s'impliquer dans le processus. Vous souhaitez ajouter quelque chose? Ou bien M. Massy peut continuer? Oui, si je peux continuer, me donne l'autorisation, je continue. Voilà. Ça, par exemple, je disais qu'il faut dire qu'en 2020 aussi, la CODEL a observé aussi bien à l'intérieur du Burkina qu'à l'extérieur. On savait que c'est la première expérience aussi d'organiser les élections à l'extérieur. Donc là aussi, c'est plus ou moins le même constat, parce que en termes de potentiel, on avait 1 250 000 et quelques personnes, 50 000 et quelques personnes qui devaient voter sur 23 000 personnes qui se sont inscrites. Déjà, ça
Ça a fait un peu jaser lors de l'enrôlement biométrique et pour finalement se retrouver avec 14 000 et quelques qui ont voté. Donc ça, je ne peux même pas donner les pourcentages, parce que comparativement au potentiel, je pense que c'est à 0, et quelques %. Donc je pense que de façon générale, ce n'est pas du tout enviable, comme je le disais. Maintenant, vous avez parlé de peut-être femmes et jeunes. Il faut dire qu'on sait que majoritairement la population est composée de femmes et jeunes. Et sur les 6 millions inscrits, on s'est rendu compte que 47% seulement étaient des femmes, alors qu'en réalité les femmes sont plus de 50% de la population. Donc on voit déjà que les attentes n'étaient pas comme souhaitées. Donc de façon générale, que ce soit la population globale ou les femmes ou les jeunes, beaucoup de choses restent à faire. Mais est-ce que vous n'avez pas plutôt l'impression que la population, que ce soit en général ou particulièrement les femmes ou les jeunes, on n'a pas eu assez de votants ces jours-là, simplement parce que la population se sent trahie par les acteurs? Bon, ça c'est purement politique. Mais moi, je vais m'axer surtout peut-être sur les actions que peuvent mener les organisations de la société civile comme la CODEL. Je pense que c'est surtout un problème de sensibilisation, de communication. Je dis ça en même temps parce que lorsque on a commencé déjà l'enrôlement biométrique, la CODEL avait déployé aussitôt des observateurs et on s'est rendu compte qu'il y avait un grand souci parce que tous les rapports qui venaient, les observateurs disaient qu'il y avait un souci de communication, de sensibilisation. Les populations déjà n'étaient même pas au courant. Donc du coup ne souhaitaient pas se faire enrôler. Voilà. Et bon, je peux dire que ça s'est amélioré après parce qu'après la première zone, on avait fait un break dû à la Covid-19 et quand on est revenu, c'est vrai qu'il y a certains aspects qui s'étaient améliorés. Mais je pense que de façon générale, c'est beaucoup plus la sensibilisation. Peut-être les partis politiques à la base doivent sensibiliser davantage les militants. Les organisations de la société civile, comme on fait, jouent leur rôle, font leur contribution. Donc bon, c'est beaucoup de choses qui restent à faire au niveau de la sensibilisation, de la communication. On revient toujours à la question Exactement. politique. Vous voulez ajouter quelque chose à cette question? Oui, bon, c'est toujours pour soutenir ce qu'il a dit. Il faut vraiment des actions de sensibilisation pour faire prendre conscience aux communautés que les élections sont d'un enjeu important et chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Voilà. Comment est-ce qu'on peut trouver des données, comment et où trouver des données fiables sur les scrutins passés? Est-ce qu'on a un endroit où tout ça est archivé au cas de besoin? Oui, au niveau de la CENI. Okay. Voilà, la CENI dispose de données des élections. Je parle sous le contrôle de M. Massé. Et je ne suis pas de la CENI. de données et également le Conseil constitutionnel, voilà, qui dispose des données finales et voilà, qui sont beaucoup plus soutenues que les données de la CENI. Et je pense que la CODEL aussi a fait un travail important lors des élections et je pense qu'il y a eu la publication aussi d'un rapport. Il pourra évidemment nous donner quelques chiffres s'ils en disposent. Oui, allez-y. Non, exactement. Ce que je voulais soutenir, ce qu'elle dit. Mais en fait, comme on parle purement des chiffres, au-delà même du rapport sur les observations faites par la CODEL, il y a eu un document qu'on a fait dans le mois de mai qui a été finalisé, un document statistique sur les élections électorales de 2020. Dans ce document-là, vous allez retrouver en fait tout ce qu'il y a eu comme chiffres. Ça veut dire le nombre d'inscrits, les potentiels. C'est de ce document justement que je donnais les chiffres tantôt. Voilà. Donc c'est comme si j'ai donné les exemples dont vous demandiez en même temps. Et c'est très intéressant de découvrir ce document parce que lorsque vous parcourez, ça vous permet d'avoir un peu une idée sur les potentiels dans les différentes régions, même jusqu'à l'extérieur. Voilà. Donc c'est intitulé document statistique sur les élections électorales de 2020 et vous avez la possibilité de découvrir ce document-là sur notre site web. Justement, c'est la question qui me venait à l'esprit. www.codel.bf. Il y a une rubrique de documentation. Voilà, vous allez découvrir le document, vous pouvez le télécharger et vous avez toutes les données. C'est vrai que ça a été très intéressant. Tout de suite, lorsqu'il y a eu une couverture médiatique sur la disponibilité de ce document-là, les gens m'ont appelé de presque partout pour savoir est-ce qu'ils peuvent avoir la version finale et tout. Ça montre en même temps l'importance que ce document-là a. Donc,
en plus des organisations qui se chargent de la gestion des organisations, des élections qu'elle a citées, la CODEL aussi a un document qui permet d'avoir ces données. Mais là, on ne parle que des données qui viennent des élections de novembre 2020. On n'a rien sur les élections passées. Mais je pense qu'à la CENI et au Conseil constitutionnel, on peut avoir sur les élections passées. Mais la CODEL vient de commencer sur les... voilà. Okay. Et on espère qu'on va pouvoir continuer ainsi. D'accord. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon. Quels peuvent être les avantages d'avoir des données sur la participation électorale pour les partis politiques, les OSC, la population, enfin pour tout le monde, quoi? Voilà. Comme je le disais tantôt, je pense que c'est très important. Si moi, par exemple, je suis d'un parti politique ou d'un candidat, je veux peut-être déposer ma candidature dans une zone donnée. Je pense que ça serait intéressant de savoir en fait quel est le potentiel dans cette zone-là. Aux élections passées, comment les gens se sont comportés, ils se sont inscrits, comment ils ont voté. Voilà, ça permet un peu aussi d'affiner sa stratégie pour pouvoir avoir beaucoup plus de militants. Au niveau des organisations de la société civile aussi, je pense que si je suis une organisation qui veut intervenir, justement, on parlait tantôt de sensibilisation et tout, ça permet de savoir que dans telle zone, les gens ont été sensibilisés, tous ceux qui se sont enrôlés, la plupart sont allés voter. Par contre ici, il n'y a que 10% qui sont allés voter. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va permettre naturellement à ces organisations-là aussi de réadapter leur stratégie, de déployer certaines activités pour pouvoir atteindre de plus les objectifs, quoi. Vous voulez ajouter quelque chose? Non. Ok, on va souffler un peu en musique avant de revenir en studio. Servi il y a 100 ans contre la cynique malice se métamorphoser un néocolonialisme et ses petits servants locaux. Beaucoup flanchaient et certains résistaient, mais les échecs, les succès, la sueur, le sang fortifier notre peuple courageux et fertiliser sa lutte héroïque. Et une seule nuit à rassembler en elle l'histoire de tout un peuple. Et une seule nuit à déclencher sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Une seule nuit à réconcilier notre peuple avec tout le peuple du monde, à la conquête de la liberté et du progrès. La patrie ou la mort nous vaincrons, yeah, yeah.
se métamorphoser. Un néocolonialisme et ses petits servants locaux. Beaucoup flanchaient et certains résistaient. Mais les échecs, les succès. Il est 11h passé de 44 minutes, vous êtes à l'écoute de Waga FM, c'était à l'instant Jah Verity pour le titre Ma Patrie. Nous sommes donc en compagnie de Monsieur Massé Ladi Django de la CODEL et Rachidatou Sambaré, chargé de projet du réseau Afrique Jeunesse. Avec les deux, avec nos deux invités, nous avons donc abordé la question sur la participation électorale et la stratégie de mobilisation communautaire. Nous sommes donc au terme de cette entrevue. Donc un mot de la fin, Monsieur Massé. Si vous le permettez, je vais revenir un peu sur le document dont je parlais tantôt, les statistiques électorales 2020 publiées par la CODEL. Il faut dire que dans ce document-là, les données sont vraiment désagrégées. Vous allez retrouver des données au niveau des provinces, des régions et de façon désagrégée. Ça veut dire que vous trouverez en fonction des différentes zones là, les données par rapport aux femmes, aux genres, et aussi à l'âge des participants au processus électoral. Profitez aussi de remercier Mme Sambaré pour la présence. Il faut rappeler aussi qu'elle est du réseau Afrique Jeunesse qui est une association membre de la CODEL. Merci et bon appétit à tous. Merci. Oui, Mme Massé, Mme Sambaré, pardon. Je vous marie en direct. Pas de problème. Donc, comme mot de la fin, moi j'aimerais également remercier la CODEL de nous avoir associés à cette émission et merci également à la radio Waga FM de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à tous les deux et très bon appétit et très bon retour chez vous. Je rappelle donc aux auditeurs que cet épisode numéro 6 a été l'occasion de s'interroger sur le taux de participation aux élections passées, discuter des stratégies pour une plus grande implication des jeunes et des femmes au processus électoral, depuis l'enrôlement jusqu'à la participation au vote. Merci à tous, mais l'émission se poursuit. Change your mind like a girl changes clothes. Yeah, you PMS like a bitch. I would know. And you overthink, always speak critically. I should know that you're no good for me. 'Cause you're hot and you're cold. Cette émission vous a été offerte par la CODEL et le CDD. Je t'ai vu partir comme une promesse. J'ai pas su tenir toutes mes promesses. On est tous fatigués, on veut juste kiffer. Si l'addition est salée, c'est pas grave. Les meilleurs mix de moment. Zouk, R&B, salsa.